Salut à tous les amis, bonjour à tous les fans de Wazani Radio. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Sudejin. Et donc, eh bien, oui, je vais vous faire la review de WW Raw. Et oui, un show de catch très connu des fans de catch. Et donc, eh bien, on va regarder ce qui s'est passé durant ce show. On va vous dire, voilà ce qui s'est passé. Je vais vous donner mon point de vue sur les différents événements, ce qui s'est passé. Et donc, eh bien, on va commencer déjà par un avis général. On va dire clairement les choses. Le show de Raw de cette semaine n'a pas été à la hauteur des précédents shows. On a sans doute eu un show qui, hélas, envie de dire, des fois ça peut arriver, hélas, n'a pas su ce qu'il fallait. Alors après, bien évidemment, il peut y avoir des temps forts et des temps faibles, c'est normal, hein, ça fait partie voilà, des shows. On espère que les choses iront beaucoup mieux la semaine prochaine. Pardon, pas l'année prochaine, la semaine prochaine. Et donc, eh bien, on va commencer bien sûr par la première chose qui s'est passée durant le show. Le segment, et oui, avec Kurt Angle, l'autorité et Ronda Rousey. Et pourtant, ça se passait bien. On avait l'air de croire en l'espoir. Parce que oui, l'espoir était de mise. Salut mon petit mise. Puisque on a eu un très bon segment entre les quatre. On a eu un segment entre donc l'autorité, donc on va rappeler Kurt Angle qui arrive, qui dit voilà qu'il veut voir Triple H. Stephanie vient à sa place, qui explique qu'elle n'est pas là. Ronda vient en troisième position. Et bien évidemment, le quatrième s'appelle, eh bien, Triple H. Et ça, j'ai trouvé que c'était extraordinairement bien fait. Déjà, la première chose, l'arrivée de Kurt Angle, qui finalement a su s'imposer dans une rivalité qui était peut-être un petit peu morte par le fait qu'il n'était pas trop là pour une raison simple. Et puis, eh bien, il était là et il a su s'imposer. Et je suis désolé, les gens diront ce qu'ils veulent. Il a su être présent durant ce segment. On a retrouvé le Kurt Angle qui était là et qui était présent dans chaque événement de Raw. Et puis, juste après, on a eu l'arrivée aussi, qui a demandé à Triple H de venir. On a eu également, peut-être parce qu'il était lutteur et c'est ce qu'on aime le voir comme ça. Et puis, il y a l'arrivée de Ronda. Alors, Ronda, j'ai trouvé que c'était encore, c'est encore perfectible, Ronda. On voit qu'elle a du mal à se lâcher au niveau des speeches. C'est le speech que fait Ronda, il n'est pas acheté à la poubelle. Mais c'est un speech en disant, bon, écoute, j'avais pas trop compris ce qu'était ce business, mais je commence à comprendre les alentours. Il faut comprendre une chose. C'est œil pour œil, dent pour dent. Je comprends très bien. C'est clair, mais ça n'est pas bien mis en scène. On a le sentiment, moi en tout cas, j'ai ce sentiment un peu stupide, et j'ai pour ainsi dire, pour intention de dire que c'est mon impression à moi, j'ai ce sentiment que Ronda essaye un petit peu de surjouer. Et quand elle dit contre toi Stéphanie, ça sonne faux encore une fois. Normalement, elle doit limite laisser le roulement de tambour qui arrive, elle se retourne et fait contre toi. Voilà, il faut qu'on sente le lion. Et là, elle l'a pas fait. Et ça, c'est dommage. Et d'ailleurs, l'arrivée de Triple H, finalement, qui dit non, ça ne peut pas arriver, tu laisses ma femme en dehors de ça. Et que Ronda, à ce moment précis, Kurt Angle dit ah tiens, tu étais là toi. Et que là fait surprise, surprise. Là on retrouve de vrais speechers. Elle a encore besoin de travailler ses speeches. Ronda, ça viendra. Hein. Je pense pas que Ronda est une analphabète qui sait pas parler, mais ça demande du temps. Un speech, ça demande du temps pour bien comprendre comment faire un bon speech. Un bon speech, c'est particulier, c'est compliqué, ça se fait pas comme ça. Et je pense que au fil des mois, elle va s'améliorer et elle va se développer au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi je peux vous dire un truc. En tout cas, ce segment m'a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il avait été bien placé, voilà, et l'utiliser, voilà, l'histoire des contrats, mettre le manager général au-dessus de l'autorité pour une fois, c'est une très bonne idée. Et pour reprendre une phrase de Triple H, ça peut être que bon pour le business. Et donc, eh bien, ça partait plutôt bien. Et moi, j'étais plutôt content. Je me suis dit, putain, ils ont fait un bon truc. Et puis, c'est là que ça a commencé à dégénérer. Puisque nous avons eu juste après Asuka contre Nia Jax. Alors, la petite bagarre, on va quand même parler rapidement. La petite bagarre,
où Kurt Angle et... alors, le ankle lock, je trouve ça ridicule. On va dire la vérité. Alors, je considère que le ankle lock est une bonne idée, mais moi, je pense que ce qu'on voulait, c'était le angle slam. Le angle slam aurait été un truc fabuleux qui aurait pu être porté. Le ankle lock, je trouve ça pas terrible, pour être honnête. Alors, la prise de Ronda, qui est un Samoan drop un peu porté, si c'est ça sa prise de finition, c'est qu'il va y avoir un problème. Il va falloir quand même que Ronda trouve une meilleure prise de finition. Bon, on a quand même l'impression que voilà. Mais après, ça, voilà, si elle arrive à porter cette prise, elle va mettre beaucoup d'impact, parce que là, on avait l'impression qu'elle faisait un Samoan drop classique. Ça peut être mieux comme ça. Bon, juste après, nous avons eu le match, le remake d'Elimination Chambers entre Asuka et Nia Jax. Et j'ai trouvé ce match... Alors, il était bien mieux que celui d'Elimination Chambers, dans le sens où j'ai trouvé qu'il y avait plus une dualité entre les deux. Mais le problème de ce match, c'est le final, finalement. Le final que j'ai du mal à comprendre. Où est-ce que la WWE veut nous... Alors, elle se fait donc... elle a fini par abandonner. Mais là, moi, je me dis, ok, c'est un choix. Tu es d'accord, pas d'accord, après ça, c'est ton problème. Mais la WWE réussit à la faire abandonner, notamment en la faisant durer très longtemps. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que, mais, déjà la faire abandonner et après la faire pleurer. C'est pas Asuka. C'est pas Asuka. C'est pas Nia Jax. Nia Jax fait partie de ces lutteuses, qui sont relativement froids. La faire pleurer casse un peu cette image, et je pense que c'est pas ce qu'on demande au WWE Universe. Je pense que ce qui aurait dû être fait, et Papy l'avait dit lors du Wrestling Show, notre émission qu'on l'a fait, il faut comprendre une chose, c'est que il faut être logique. Il faut être logique et faire preuve de logique. Si toi, tu t'appelles Nia Jax, tu te mets pas à chialer devant tout le WWE Universe. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, et ça n'est pas une bonne chose. Sinon, ça veut dire que moi, pareil, que Nia Jax, comme Braun Strowman. Alors, vous allez me dire, oui, mais Braun Strowman, il fait du violon. Oui, mais il fait ça en manière de caricature. Quand Braun Strowman le fait, c'est rigolo, parce qu'il fait ça de manière un peu caricaturale. Mais là, Nia Jax, elle se met à pleurer parce qu'elle perd et elle abandonne contre Asuka. D'ailleurs, le segment qu'elle fait avec Alexa Bliss et Mickie James, bah, j'ai envie de vous dire, alors après, peut-être c'est pour créer le fameux clan, mais encore une fois, ça passe pas. Nia Jax n'a pas à finir en chaudes larmes comme elle fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça, mais complètement surréaliste. On ne fait pas pleurer. Moi, je me suis levé, j'ai fait, pourquoi elle pleure, Nia Jax? Qu'est-ce qui fait que Nia Jax est en train de pleurer? Elle n'a pas à pleurer, elle a perdu un match, c'est le deuxième qu'elle fait. À la limite, moi, ce que j'aurais voulu, c'est que justement, Alexa et Mickie James viennent sur le ring et essayent peut-être d'aider à Nia Jax. Et finalement s'en prennent à Asuka et que Nia Jax ait le dernier mot après ça. Ça aurait été un super truc. Là, tu les vois en train de se consoler mutuellement, consoler Nia, mais ça va pas. Nia n'a pas à pleurer devant Asuka. En plus, ça aurait pu nous donner quelques petits indices, même si on ne sait pas qui va affronter Asuka, mais ça aurait pu donner un indice en disant, voilà, Alexa Bliss a l'air de vouloir préparer le terrain pour Asuka. Après, elle aurait choisi Charlotte, admettons. Mais moi, qu'on soit clair là-dessus, je considère que c'est une mauvaise idée d'avoir mis Asuka gagnante à abandon avec les larmes de Nia Jax. Voilà. Après le match en lui-même, bon, c'est un bon match. C'est un bon match, il est très bourrin. Ça reste un bon match classique. Ça reste un match correct, mais sans plus, quoi. Après cela, nous avons eu le match entre The Bar et les Revival. D'ailleurs, à noter une chose très intéressante qui vous fait dire à quel point j'ai du mal quand même, c'est que j'ai du mal à me souvenir. Et si je tourne la tête, c'est parce qu'il faut que je me souvienne des différentes prestations des différentes équipes. Ce qui est quand même une sacrée surprise, parce que logiquement, tu as toujours un moment donné où tu te dis, ouais, ce moment-là, ça va me souvenir. Là, très clairement, j'ai pas trop de souvenirs. Ce qui veut dire que le PSG. Oui, le PSG a perdu. The Bar contre les Revival, ça n'a pas été non plus un match exceptionnel. En plus, c'est heel contre heel. Forcément, les Revival sont pas très populaires à la WWE. Je parle en clair de heel face, hein, je parle de trucs comme ça. Très clairement, on n'a pas eu vraiment une grosse hype envers les Revival. Et c'est The Bar finalement qui a joué le rôle de face. Il gagne. Et je pense que ça, le match est sympa.
Le match est sympa. Mais je pense que les Revival, enlever tous les challengers, c'est une... Alors, là, va falloir savoir comment ça... Là, je pense qu'il va falloir être connecté la semaine prochaine. Parce que là, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit ils se disent, on élimine tout le monde. Et c'est ce qu'est en train de faire notamment la WWE avec Vauban. Ils ont éliminé donc... La dernière équipe à avoir tenté, c'était les Titus Worldwide. Là, c'est les Revival. Et donc, ils mettent une nouvelle équipe qui va affronter les Vauban à WrestleMania. Mais le souci, c'est qu'il reste du temps. C'est qu'en fait, ils ont toujours 4 semaines. La semaine prochaine, ce sera peut-être les Good Brothers qui vont arriver. Dans 2-3 semaines, tu vas mettre les Rhino Slater. Et puis, et puis à un moment donné, peut-être qu'ils vont tomber, ils vont dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, alors soit ils disent, on affronte tout le monde, ou soit on dégaine une nouvelle équipe. Mais cette nouvelle équipe, bah, elle arrivera peut-être du côté de WrestleMania. Donc ça veut dire que le Tag Team Championship, il va falloir le booker, il va falloir... C'est très particulier. Ça peut bien fonctionner, mais il faut une bonne équipe. Il faut que l'équipe qui arrive, on ne s'y attend pas. Ou alors, ils mettent tout le monde. Mais là, c'est la solution de facilité. Donc là, ce que j'attends de la part de la WWE, c'est que ils se disent, bon, ok, on va dans cette voie, ok, pas de problème. Mais s'ils vont dans la voie de dire, on ramène une nouvelle équipe, ou une ancienne équipe, hein, l'année dernière, c'était les Hardy Boys, qu'on soit clair là-dessus, il va falloir être très malin, parce que qui n'est pas malin pour savoir comment ça va se passer? Ça fait bizarre dit comme ça. Bon, en tout cas, Vauban a gagné, bon, ça s'est bien passé. Moi, je suis quand même assez, comment dire, je suis quand même assez content de la victoire de Vauban. Les Revival, je les aime bien. Le match était sympathique. Bravo à eux. On passe maintenant, eh bien, à celui que je n'ai toujours pas compris pourquoi il était là. John Cena. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de John Cena. Sur Wazani Radio. Mais John Cena me fait de la peine. C'est-à-dire que John Cena a demandé... Alors, il a justifié sa présence. Il n'y a pas de problème. Mais alors, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il foutait à Raw alors qu'il a son match dans quelques jours à SmackDown? Puisqu'il n'était pas à SmackDown. Expliquez-moi l'intérêt. Bien évidemment qu'il ne pouvait pas être là. Il n'allait pas réussir à se téléporter. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous fait venir John Cena à Raw, alors que je suis désolé, il a un match. Alors il essaie de nous le justifier. On a l'impression, je suis désolé, que c'est une histoire de... Comment on appelle ça? On dit ouais l'importance, il a essayé de le justifier, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour la simple et bonne raison que c'est un match SmackDown. Tu n'as rien à faire du côté de Raw. Alors, est-ce que c'était pour faire une promo pour que Fastlane soit bien vendu? Non. Tu veux faire la promo, tu l'as fait à SmackDown. Tu l'as fait pas à Raw. Raw, c'est Raw. SmackDown, c'est SmackDown. Quand il y a des pay-per-view qui sont inter-roster, ça se justifie. Là, ça n'est pas justifié. Alors, quand je dis pas inter-roster, c'est WrestleMania. Quand il y a des moments de rivalité comme ça, là, John Cena, on avait l'impression que c'était le SDF qui s'est pointé et qui a dit « Oh bah tiens, je vais parler... » Non. Tu es à SmackDown. Tu as demandé un match à SmackDown. Tu fais ta promo à SmackDown. Et après, à la limite, tu veux un match... Goldust, à la limite, on aurait pu prendre un autre mec qui aurait pu y arriver, ça aurait été le cas. Là, je suis désolé, le mec, il est pas à SmackDown, le mec, il se pointe à Raw, il a rien à faire à Raw. La semaine dernière, j'avais dit que oui, ça pouvait justifier parce qu'il avait fait un match à l'Elimination Chamber. Là, il s'est pointé à SmackDown. D'ailleurs, ouais, il pouvait le faire, d'ailleurs, il l'a fait la semaine dernière, il pouvait être à SmackDown. Il aurait fait les deux à la limite, j'aurais pu moins m'énerver. Mais là, alors, j'ai quand même confirmé parce que ça se trouve, il était là et comme je suis un mauvais garnement, j'ai peut-être pas bien regardé. On va regarder ça. Est-ce que notre cher John Cena se trouvait... Je pense pas, parce que je l'ai pas vu hein, dans le résumé. J'ai pas encore vu le show de SmackDown, hein, pour information. Alors, Sami Zayn, Baron Corbin, Monsieur Nakamura, Becky Lynch, Natalia, John Cena... Bah non, il y est pas. Il y est pas, puisqu'il y avait que les 5. C'est pas normal. John Cena, doit être celui qui doit être à Smack. S'il fait un match à SmackDown, il promo à SmackDown. C'est normal. Et puis, excusez-moi, je suis désolé. Non, ça va pas. Moi, ça me plaît pas. Je suis pas content.
Voilà un petit peu. Alors le match contre Goldust, j'ai même pas envie d'en parler. C'était un match tellement classique que... en plus, la promo de Goldust, j'ai mis 3 heures à essayer de la comprendre. C'est qu'en fait, il dit les rêves peuvent être brisés, etc. Et ça a servi à rien. Clairement, moi, j'ai pas adoré. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, on a eu... Alors, ça, j'ai bien aimé. Le match entre Bayley et Mandy Rose. Avec la victoire de Bayley. Alors, le roll-up, oui, hein, pourquoi pas. Le match en lui-même, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Parce que, franchement, j'ai pas trouvé... Alors, c'est pas dégueulasse. Le match est intéressant. Il est correct. Faut pas trop demander à Mandy Rose. Donc, voilà, Bayley contre Mandy Rose, c'était sympa. Mais c'est l'après-match qui m'a plu. C'est-à-dire que là, on est en train de jouer à un duel psychotique entre les deux, Sasha et Bayley, que j'adore. Là, on est en train de nous faire tourner en bourrique, et ça, j'adore. C'est-à-dire que, notamment la petite promo juste avant que Bayley arrive, où elle dit, bah, ouais, mais tu vois, il y a eu Elimination Chamber, il y a eu le Royal Rumble. Je suis pas certain. Et là, t'as la musique d'Absolution qui arrive et qui est très bien faite. Alors là, après, où tu vois que Sasha vient aider donc Bayley, et qu'à ce moment-là, Bayley va faire un câlin, et que pour la première fois, depuis très longtemps, ça va être la première fois depuis des lustres, Bayley refuse le câlin. Ce qui veut pouvoir dire une chose, c'est que s'ils veulent nous faire brouiller les pistes pour que Bayley fasse un heel turn, alors, si elle fait le heel turn, finalement, on ne sera pas surpris. Mais il y a certaines personnes qui vont se dire, là, ils sont en train de se dire, et moi, je suis le premier, est-ce que Bayley n'est pas en train de faire ce fameux heel turn et on est tous en train de vers Sasha. Et au moment où Sasha va faire ce heel turn, on dira finalement, ah ouais, quand même, donc ils ont gardé Sasha. Et si c'est Bayley, on sera... Alors, et ça, c'est bien. On a toujours dit, ah d'ailleurs, j'ai toujours dit, le heel turn progressif est le meilleur heel turn qui soit. Parce que il est celui qui est le plus pervers. Le heel turn progressif, il a une qualité qui est immense. C'est que le heel turn immédiat, c'est-à-dire le heel turn d'un coup, c'est le heel turn. Tu sors ton heel turn, on est tous choqués sur le coup, et après, il faut développer. Là, tu as ton heel turn tu vois le mec devient de plus en plus mauvais, tu vois le mec de plus en plus méchant, et puis là, à ce moment-là, tu te dis, putain, mais quand est-ce qu'il va le faire? Mais si tu sais pas lequel c'est, tu sais pas si c'est Sasha, tu sais pas si c'est Bayley, c'est encore meilleur. C'est encore plus psychotique. Parce que le spectateur, il sait plus où il en est. Et ça, c'est bien. C'est comme Freezer dans DBS. Tu sais pas s'il va trahir l'univers 7 un jour. On sait qu'il va le trahir. Mais au fond de ton petit cerveau, tu te dis, est-ce qu'il va essayer? Et là, à ce moment-là, quand il commence à vouloir trahir Sangohan, tu te dis, ah, peut-être non. Mais l'autre côté, quand c'est ça, c'est trop la classe. Moi, j'adore ce genre de choses. Et là, Bayley, elle joue bien son rôle. Sasha, elle le regarde, elle fait. Et je pense que la semaine prochaine, il va y avoir un speech entre les deux. Il va y avoir Sasha qui va dire, oui, écoute, je voudrais m'excuser du comportement que j'ai eu ces derniers temps. Moi, j'attends de la part de Bayley qu'elle soit froide. Faut que, voilà. Et s'il y a le heel turn de Sasha, ça peut être intéressant, mais moi, j'attends vraiment le heel turn au dernier moment. Ou alors le heel turn à WrestleMania, mais qu'on soit clair là-dessus. Enfin voilà, s'il y a un heel turn de Bayley, moi je signe direct. Même s'il est foireux, je veux voir ce que ça donne. Je veux voir ce que ça donne parce que je trouve que c'est une idée on n'a jamais osé exploiter dans le monde du catch. Et je pense que le monde du catch aimerait bien voir Bayley comme ça. Après, si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Voilà. Bon. Pardon, excusez-moi. On va passer bien sûr à la 3e heure. Et là, on va parler de... Alors, j'ai bien aimé. Moi, ça m'a fait rire. Le début du match entre... Donc, le nom, c'est Symphony of Destruction Match. 4 count anyway match, pas de disqualification. Avec plein d'instruments de musique. J'ai trouvé que c'était... alors, quand Elias dit couper la lumière et tout, et qu'après il disparaît, il va se planquer. Je trouve ça, mais... tellement rigolo parce que finalement, alors le match il est classique hein. D'ailleurs je pense que Braun Strowman, alors et qu'après il décide de se barrer et que t'as Braun Strowman qui l'arrête, je le continue à le penser, je l'ai dit la semaine dernière, je le dis cette semaine, je le redirai la semaine prochaine, vous êtes en train de faire de Braun Strowman
un mec surpuissant. Attention, en y mettant un mec aussi surpuissant, qui est capable d'arrêter avec ses mains une voiture, vous allez avoir des problèmes de cohérence. Comment vous allez justifier que vous allez un mec qui arrête une voiture avec ses mains si le mec se prend un coup et perd en tombée? Pardonnez-moi, on l'a dit la semaine dernière, enfin moi et mes chroniqueurs, donc le Wrestling Show, pour ceux qui ne savent pas, sur Wazani Radio, salut tout le monde, comment vous allez justifier que Braun Strowman, il a été dans un camion, il arrête une voiture avec ses mains, il soulève un camion, j'ai mal à l'oreille, voilà, c'est bon. Il faut faire très attention à ça. Là, ils sont en train d'en faire un mec trop puissant. Trop puissant. Et j'ai peur que ça se finisse mal. C'est ça le problème. C'est que vous êtes en train d'en faire un mec surpuissant et un jour ou l'autre, ça va mal finir. En plus, bon, le match en lui-même est sympa. Hein. Le match en lui-même est sympa. Honnêtement, il est sympathique. D'ailleurs, tu vois, à un moment donné, tu vois Strowman jouer du piano. Ça aussi, c'est rigolo. Mais attention, ça, je trouve ça rigolo. Le match est intéressant. Mais le problème, c'est que, attention, vous êtes en train d'en faire un mec surpuissant. Vous allez avoir du mal à justifier que Strowman si Strowman, un jour, perd... Prenez la défaite qu'il a eue contre Lesnar la dernière fois. Il a pris un F5, il a perdu. Là, il arrête un camion. Il tombe dans un camion. Il arrête les trucs avec les mains. Comment vous allez justifier ça? Faites pas un mec surpuissant si le mec peut se faire défoncer en moins de 3 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à la cohérence, parce que s'il y a de l'incohérence, la WWE, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà. Et donc, eh bien, après ce moment de symphonie, bien sûr, comme on dit la musique aussi les mœurs, on a eu les Mizzy Awards. Alors, ça commence à devenir une habitude. Quand il y a les Oscars ou les Césars, vous avez forcément le Miz qui arrive avec son Mizzy Awards. Et honnêtement, c'est le Mizzy Awards que j'ai trouvé le plus intéressant. Déjà, bien sûr, ça a toujours un rapport avec les rivalités en question, c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Mais moi, ce que j'ai aimé de ce Mizzy Awards, c'est qu'ils auraient intégré notamment Jason Jordan, qui peut paraître idiot, mais ça veut peut-être dire qu'il va apparaître à un moment donné. Ça peut être sympa. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que il s'est pointé là les choses qui fait mal, le Miz. Moi, le Miz, il fait partie de ces mecs qui pointent là où ça fait chier. Regardez le Miz. Le Miz, il est en train de rendre... Il les a... Alors, on parlera du match après, mais moi, j'ai adoré ce petit moment. J'ai adoré ce moment où tu vois le Miz dire « Écoutez les mecs, vous avez fait quoi depuis que vous êtes à la WWE ?» D'ailleurs, bonne référence au niveau du Japon pour Finn Balor. Ouais, et c'est pas ça qui va changer quelque chose. Soyons clairs, c'est pas ça qui va changer quelque chose. À un moment donné, quand il dit par exemple à Seth Rollins, ouais, t'as fait un gauntlet match, Elimination Chamber, et après, vous avez fait quoi aussi? Et de l'autre côté, je parle même pas de toi, Finn Balor, le premier champion universel qui a fait un règne de pourriture. Reste pas au Japon, ça c'est bien. Faire référence au Japon, c'est une excellente idée. Pour lui dire, voilà, t'as fait une grande carrière au Japon, mais mais là, on est à la WWE. Hein. Et mettre le match handicap aussi. Dire, ouais, ok, la semaine dernière, vous avez gagné. Il parle bien, le Miz. Honnêtement, le Miz, c'est le meilleur speecher. Et je continue à penser que le Miz face, ça peut être un Rock du point zéro. C'est un talent énorme au micro. Et ça, il faut le faire. Il faut continuer à le faire miroiter. Mais, bien évidemment, le match est arrivé. Donc, handicap match. Si tu veux faire comprendre que Seth Rollins et Finn Balor vont pas être copains, on l'a compris. Hein. Ça a été un match intéressant. Honnêtement, ça a été un match sympa, mais pour débuter la rivalité. Ça y est, la rivalité est lancée. Mais le problème de cette rivalité, c'est qu'il va falloir la faire tenir pendant 4 semaines. Là, le fameux blind tag, je l'aurais vu plus tard, moi. Parce que je pense que le faire jouer maintenant, c'est un risque. Si la WWE sait bien gérer son temps, la WWE fera de ce match un match exceptionnel. Par contre,
Si ils sont en train de les mettre en tag team, puis après ils sont pas en tag team, on va avoir Finn Balor affronter le Miz, puis Finn Balor affronter Seth Rollins. Ça a duré du temps. Il faut faire très attention. Il reste 4 semaines. On n'est plus à... Donc il fallait peut-être attendre un petit peu, les faire travailler en équipe. Et je pense d'ailleurs qu'il y aurait peut-être pu avoir aussi un... Je suis pas très convaincu que ce soit une bonne idée. Alors après, on aurait pu mettre aussi un Curse Stomp ou un coup de grâce, mais très clairement, ça manque un peu, quoi. Il manque de petites choses. Voilà. Et bien évidemment, on va parler de ce qui s'est passé. Vous avez la photo en ce moment, pour ceux qui suivent la vidéo, sur Geek Sport. Vous avez bien évidemment le segment Roman Reigns. Roman Reigns. Monsieur Reigns, Monsieur Roman, Monsieur le Samoan, Monsieur Roman Reigns, l'homme qui se dit badass, the big dog, aiguisé comme une lame, et quoi, bon, je dirais pas parce que je me souviens un peu de ce qu'a dit, voilà. Roman Reigns, qui a donc, eh bien, vu tout d'abord Paul Heyman arriver. Alors, vous savez, moi je suis un fan de Paul Heyman. Paul Heyman est pour moi le meilleur speecher au monde. Et c'est la première fois que je n'ai pas compris un speech de Paul Heyman. Je suivais le début, et puis à un moment donné, il a parlé du père de Roman, du fait qu'il était malade. Il a parlé à un moment donné des sacrifices qu'il y a pour être à la WWE. Et là, je me suis dit, mais où est-ce qu'il va en venir? Où est-ce qu'il va en venir? De toute façon, oui, mais Brock n'est jamais là. Oui, il me parle de sacrifice. Le sacrifice d'être champion. C'est ça, je comprenais pas le... En fait, le speech en lui-même est bon. Quand tu écoutes Paul Heyman, tu sens que le truc, il le vit, le truc. Mais le problème de Paul Heyman, c'est que là, il fait du hors-sujet. D'ailleurs, Roman Reigns fait bien de le rappeler. Il lui dit, moi, t'es pas là, ton gars. Ton gars, il est pas là. Et finalement, Roman Reigns suit le credo de son personnage, qui est très bien. Mais le problème, c'est que moi, j'aurais été à la place de Roman. J'aurais juste dit, ah bon? Le mec, tu parles de sacrifice? Tu parles de ça, tu parles de ça? Il est où ton client, là? Après, bon, il utilise beaucoup le mot bitch, le mot... il utilise beaucoup ce terme. Mais attention, Roman, utiliser le même terme, ça peut vite paraître un peu redondant. Ça, c'est peut-être le conseil que je pourrais lui donner. Mais il a bien fait. Mais Paul, je suis comme ça, je me dis, mais... Je suis comme ça, je fais... Où est-ce qu'il veut en venir? Pourquoi il me parle de sacrifice? Brock n'est pas là tout le temps. D'ailleurs, Alexa l'a dit, il y a un mois. Il y a un mois, quand elle dit c'est pas normal que Brock défende pas sa ceinture à Elimination Chamber, on est tous unanimes, on se lève la main, on dit bah oui, elle a raison. Elle a raison. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en plus, il n'est pas là les 2 dernières semaines, donc c'est tellement criant. Je comprends pas le speech de Paul. Alors, si vous êtes capable de me l'expliquer, vous me l'expliquez. Mais pour moi, ce speech, j'ai toujours été comme ça. J'ai fait, mais j'étais perplexe. J'ai fait, mais pourquoi il dit ça? Où est-ce qu'il va en venir? Pourquoi il part dans un délire de speech? Je comprends pas. Si vous avez des explications, vous me le dites. Moi, j'ai pas d'explication. Hein. Enfin bref. Donc finalement, bah, on va pas se mentir, le show était correct, était moyen correct. Et très clairement, c'est pas le show qui va rester dans les annales de ce qui s'est passé. Après, ça peut justifier, on le sait, c'est difficile de toujours faire un grand show tout le temps. Donc, on va considérer que c'est qu'un petit accident, ça peut arriver,